Bonjour, je suis Marek Spasek de Hexagrange et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, puis les menteurs. On se lève de bonne humeur, puis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, je reçois dans les podcasts un monsieur Marek Spasek de Hexagrange. Hexagrange qui est une petite start-up qui va nous expliquer un peu plus en détail bientôt. Donc, bonjour Marek. Bonjour, Christian. Marek, ça vient de où ça? Je pense que ça vient pas du Lac-Saint-Jean, ça, Marek Spasek. C'est bien vu. En fait, je suis natif d'Europe, de la Slovaquie pour être plus précis. Ah oui, de la Slovaquie? Exact. Et je suis arrivé au Québec à l'enfance, carrément. Donc, j'ai effectué toutes mes écoles ici, donc à partir de 8 ans. Ah oui? Tes parents sont arrivés par ici pourquoi? Purement par hasard ou ils voulaient se sauver de le pays? C'était pas par hasard. Mes parents ont immigré au Canada parce que mon père était un médecin et ils avaient besoin de médecins au Canada à cette époque-là. Et donc, voilà, il faisait partie d'un programme de coopération et on est venu s'installer ici, toute la famille. Ah, ben Colin, il manque encore de médecins, je pense, aujourd'hui. Est-ce que, là, ton père était docteur, médecin, mais comment tu as fini par aboutir dans le monde un peu agricole avec ta start-up Hexagrange? Qu'est-ce que tu as fait un peu avant ça? Et oui. Je vais la partager par morceaux. Disons que moi, j'ai un background entrepreneurial. Donc, j'ai parti plusieurs entreprises déjà depuis mon adolescence. OK. J'y vais par morceaux. Pour moi, ce sont des épisodes, c'est-à-dire que j'ai tendance à aller chercher beaucoup d'acquisition de connaissances. Donc, je suis un abonné des cours. Et d'ailleurs, mon background, il est en gestion. J'ai effectué la technique administrative à Sherbrooke, ensuite un bac en administration à l'École des hautes études commerciales, HEC Montréal. Ensuite, j'ai effectué des études de droit à l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi effectué des études de maîtrise en administration à l'Université Laval. Encore, je poursuis. Donc, et là, je te dis des morceaux, des tranches de ma vie, mais entre les différents retours à l'école, parce qu'il y a plusieurs retours à l'école dans mon cas, j'ai toujours fondé une entreprise où j'ai été, je peux dire, capté par des gens de mon entourage pour aller occuper certaines fonctions de dirigeants dans leur start-up eux aussi, donc la plupart du temps. Puis les entreprises que tu as parties dans le passé, ça ressemblait à quoi? Dans quel domaine? Merci de poser la question, mais ça fait un bon bout de temps, la première. Les premières, là, c'était dans les produits naturels. Par la suite, j'ai migré dans la distribution de ce qu'on appelle les unités multimédia, dans le temps où les CD étaient vraiment à la vogue. Par la suite, les éléments entrepreneuriaux concernaient principalement du domaine numérique. Donc, plusieurs startups ou peut-être même, je dirais, pré-startups, c'est-à-dire au niveau de l'idéation des startups, certaines ont été avortées, n'est-ce pas, fonction de l'environnement économique. D'autres ont débuté. Donc voilà, c'était principalement dans le domaine numérique, mais aussi j'ai opéré une coopérative, encore une fois, dans le domaine technologie de l'information. Donc voilà, je me tiens quand même assez près du domaine numérique et du techno. OK. Ah, ben Colin, c'est bien. C'est bien. Et puis, attends un petit peu. Puis pour en arriver avec Hexagrange, parce que là, c'est encore dans le numérique, si tu veux, là.
ta plateforme. Exact. Écoute, je vais compléter peut-être mon idée. Moi, Oui. comme je te dis, je suis entrepreneur, mais au fil des années, je suis devenu un entrepreneur social. Donc, j'ai comme pris une espèce de tangente de vouloir créer quelque chose, pas pour quelques personnes, mais vraiment pour une masse de personnes. D'accord? Et euh, suite à mes études de maîtrise, je suis allé vers une vocation doctorale. Mais une vocation doctorale pour faire de la recherche et je voulais enseigner. Mais j'avais une option, je peux dire, une vision différente de la plupart des gens qui s'inscrivent au doctorat. Et j'en avais déjà fait parler, on a fait parler de moi dans l'université dans ce contexte-là. Moi, je visais à acquérir des connaissances spécifiques pour créer quelque chose par la suite. Donc, encore une fois, cette logique entrepreneuriale. Et ma thèse de doctorat, je l'ai bâtie sur les plateformes numériques multifaces, donc qui est justement le cas pour Exagrange. Et j'étudiais beaucoup ce qu'on appelle l'autonomisation des consommateurs. Et en même temps, en écrivant ma thèse, moi, j'habite actuellement en campagne. Et donc, mon environnement est visuellement des agriculteurs et des entrepreneurs forestiers partout autour de moi, vraiment à 50 km près, parce que je suis vraiment creux à la campagne. Et donc, je faisais toujours le pont entre ce que j'apprenais qui était extrêmement spécifique dans le domaine numérique et carrément des méthodes pour bâtir des plateformes et mon environnement et donc les gens que j'avais autour de moi qui sont encore des voisins agroproducteurs. Et en faisant le pont entre ces deux univers, hein, carrément, parce que c'est difficilement compatible pour quelqu'un qui n'a pas ces deux conditions environnementales. Et donc, voilà, c'est ça qui a fait en sorte que graduellement, au fur et à mesure que je travaillais sur certains projets, même que j'enseignais certains cours, moi, je donnais des cours aussi dans le domaine numérique, marketing sur Internet, marketing des services, comportement du consommateur et marketing du commerce de détail à l'Université Laval en tant que chargé de cours et auxiliaire d'enseignement. Donc, pendant que je préparais mes cours, je tentais de monter des exemples qui étaient toujours en lien avec des cas pratiques et j'allais chercher des cas pratiques le plus concret pour moi qui relevait de l'environnement d'agriculture. Donc, graduellement, j'ai monté Exagrange comme ça, petit pas à petit pas, et ça a donné un concept qui, j'en suis relativement, je peux dire relativement, mais parce que je suis très humble comme personne, mais je suis vraiment fier d'Exagrange parce qu'il y a plusieurs idées là, qui sont incluses dans ce même projet. Ben, c'est bien d'être fier de ces projets, là. Surtout quand t'en as parti plusieurs, là. Merci. Mais regarde, Christian, Exagrange, là, c'est vraiment un agencement de mes intérêts académiques, personnels et professionnels qui sont combinés à une volonté de trouver des problèmes, des solutions à des problèmes concrets. Donc, j'interrogeais les gens. Ils me faisaient part des enjeux qu'ils connaissaient sur le terrain. Je suis allé faire quelques recherches par la suite et je suis tombé sur différents documents officiels qui encore m'ont permis de solidifier là, les prémices sur lesquelles est basé Exagrange. Et donc, il y avait vraiment cette volonté de créer quelque chose de précis pour ce marché des agroproducteurs. Et le concept Exagrange, là, c'est vraiment une focalisation là, délibérée pour régler des problèmes. Et je crois qu'on arrive à une solution qui est viable. OK. Exagrange, ça mange quoi en hiver? Merci de me poser la question. Écoute, Exagrange, c'est une plateforme de location de pair à pair d'actifs agricoles et forestiers. OK. En fait, il s'agit d'un service purement numérique qui se donne par l'entremise d'une plateforme web qui est carrément à utilisation libre. Donc, c'est pour tout le monde. Et voici l'adresse Internet, je vous la donne pour vos auditeurs, www.exagrange.com. Exagrange.com. Exact. Donc là-dessus, les producteurs qui sont intéressés vont mettre le machinerie qui serait prête à louer à d'autres producteurs? Oui, mais peut-être juste avant, je me permets de t'énoncer les problèmes auxquels Exagrange était destiné. En fait, Exagrange, il s'attaque de front à 3 problèmes qui étaient discutés avec une panoplie de gens dans mon environnement. Donc, ils sont carrément connus là, du secteur agricole et forestier. Et ces 3 problèmes sont que les actifs agricoles, en général, sont coûteux à l'achat. Donc, ce que ça fait, c'est que les exploitants agricoles doivent s'endetter, ce qui, bien sûr, leur cause pression, mais aussi enlève une forme de
flexibilité de l'exploitation agricole. Donc, une fois qu'ils acquièrent leur machinerie, ils doivent s'en tenir au type de production pour lequel la machinerie est destinée. Bon, ils n'ont pas le loisir de pouvoir changer de forme d'exploitation ou d'explorer quelque chose d'une année à l'autre. Ouais. Le second problème qu'on a amené à mon attention était que ces actifs étaient certes utilisés d'une manière intense pendant quelques temps, quelques semaines, bon, quelques jours, quelques mois, mais ensuite, on les remise. C'est-à-dire que pour un exploitant indépendant, acheter de la machinerie neuve, OK, ça peut être intéressant si il a une certaine, je peux dire, un accès à un terrain immense et donc il peut vraiment le rentabiliser. Mais la plupart du temps, ces actifs-là se retrouvaient à être mis de côté pendant une bonne partie de leur durée de vie et sortis de la grange et utilisés seulement sporadiquement. Et donc, il y avait une forme de perte par manque de mise à contribution, mais aussi une forme de désuétude là, qui se passait sur l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé à sa pleine capacité. Donc, voilà, en tout cas, moi, je suis parti de, comme je te dis, hein, je ne suis pas un agriculteur moi-même, donc je dois nécessairement me fier avec ce que j'entends, n'est-ce pas, du marché. Et le troisième problème qu'on avait soumis à mon oreille était que la main-d'œuvre journalière était particulièrement difficile à trouver au moment opportun. Donc là, si on a besoin de quelqu'un pour dans 2 semaines ou dans 1 semaine, c'était pas évident de s'entendre et d'utiliser les moyens existants. Et donc, je cherchais, moi, à faire une solution qui allait déjà régler les 2 premiers problèmes et qui pourrait aussi régler le troisième par dérivé, si on veut. Et l'idée était carrément de créer une solution globale qui allait permettre une meilleure optimisation de l'exploitation globale de la ferme. C'était ça l'idée. D'accord? C'est ça. C'est souvent ça qui arrive. Par exemple, je prends l'exemple du planteur à maïs que j'ai acheté en 2017. Oui. Il sert 6 jours par année. Mm-hmm. Si je le sors de la chaîne, je m'en sers 6 jours, je le lave, je le remets à sa place. Donc voilà. Écoute, je vais me permettre, si tu veux, je vais élaborer sur la place de marché. Écoute, Exagrange, là, son concept, c'est vraiment une place de marché libre. Et le mot libre est absolument impératif à comprendre parce que ça sous-tend tout le reste du concept. Donc, de location de pair à pair, de matériel, d'outillage et d'équipement. Mais les parcelles de terrain ainsi que les bâtiments peuvent aussi être listés. Et ça, c'est le service principal que j'appelle. Et l'affichage et les consultations d'offres d'emploi des secteurs agricoles et forestiers, ça, c'est ce que j'appelle le service périphérique, donc au soutien de la solution globale. Bon, concrètement, là, Exagrange se trouve à mettre en lien les propriétaires locataires d'actifs, c'est-à-dire l'offre de ressources, et les locataires d'actifs qui l'offrent de ressources et les locataires d'actifs qui la demandent de ressources. Et Exagrange facilite les échanges et les transactions par une solution clé en main. Donc, du côté de la demande, donc les locataires, eux, ils peuvent dénicher, comparer, réserver des outillages et équipements en quelques minutes dans le confort de leur maison, à partir de leur cellulaire ou de leur tablette, peu importe comment ils sont arrangés, d'une manière confortable, facile et sécuritaire dans l'environnement de la plateforme. Et eux, ça leur permet d'économiser sur l'acquisition d'actifs neufs, d'améliorer la rentabilité par la réduction des coûts d'endettement, comme je te mentionnais, tout en augmentant la flexibilité de l'exploitation. Alors que du côté de l'offre, les locataires, eux, ça leur permet de rentabiliser les équipements, les machineries et autres actifs sous-utilisés et améliorer la performance de l'exploitation par des apports de revenus supplémentaires avec carrément un minimum de risque. Donc, je sais que je me répète, mais c'est vraiment ça l'objectif pour transmettre le message d'Exagrange à vos auditeurs. Est-ce que les transactions se font via votre site web ou c'est les 2 producteurs, il y en a un qui facture puis l'autre qui fait le chèque? Tout se passe sur la plateforme. En fait, Exagrange offre une infrastructure du service qui fournit une organisation élégante, c'est-à-dire on organise l'interaction ainsi que le transfert d'unités de valeur. Une unité de valeur pour Exagrange, ce sont des ressources agricoles et les emplois. Donc, ça correspond à l'entité d'unité de valeur. Et la formule contractuelle, elle repose sur, encore une fois, la liberté. Donc, oui, il y a une formule contractuelle entre les pairs qui sont agencés, donc le locataire avec le locataire. Cependant, la formule contractuelle se maintient d'une manière ponctuelle, donc strictement dans le cadre de la transaction qui a lieu. Et ensuite, chacun devient libre de son côté. Et la plateforme elle permet d'avoir un service de réservation directement sur Exagrange.
où le locataire peut tout simplement cliquer sur les dates dont il a besoin, tel équipement qui est affiché en location. Lorsque lorsque la réservation est transmise par courriel ou par notification interne de la plateforme au locataire, lui, il l'approuve. Et en l'approuvant, il y a un transfert monétaire qui se passe par un service de transaction sécurisé qui est disponible via la plateforme, encore une fois. Toujours dans l'idée de minimiser les risques de transaction, c'est vraiment ça le concept. Là. Et donc, voilà, lorsqu'il y a une réservation, le montant d'argent, il est transféré. Donc, là, le locataire sait très bien qu'à telle période, bon, il faut qu'il garde son équipement disponible pour quelqu'un d'autre qui va venir le chercher ou qui attend la livraison. Et donc, voilà, il y a différentes modalités, bien sûr, lorsque les personnes annulent d'un côté ou de l'autre, tout ça est disponible sur le site. Celui qui se trouve à louer la machinerie sur Exagrange, il va savoir c'est qui s'en vient la louer, sa machine. Absolument, exact. OK. Est-ce que le locataire peut barrer la personne? Parce que, tu sais, moi, là, je regarde ça dans le coin chez nous. Mettons que je mets des machines à louer. Mettons, je vois apparaître tel nom avec telle adresse. Non, lui, je ne louerai pas, là. Je vois à quoi ça ressemble dans la cour chez eux. Je sais qu'il va briser de quoi, là. Tu sais? Ah, je te comprends parfaitement. Écoute, ça faisait partie des considérations vraiment, encore une fois, à la base, là, pour bâtir ce concept. Je te dis, je me suis vraiment cassé la tête là, pour créer ça. Et effectivement, les gens ont un absolu contrôle de la transaction. Ils peuvent choisir de faire affaire ou ne pas faire affaire. Il n'y a aucune contrainte ni d'une part ni de l'autre. En fait, les utilisateurs, lorsqu'ils s'inscrivent à Exagrange, ils sont invités à bâtir leur profil d'utilisateur qui inclut photos, où ils habitent, etc. Bien sûr, pour le locataire, là, ça implique un petit peu d'avantage. Donc, c'est-à-dire placer ces différents appareils qui sont décrits, etc. Le locataire, il place, bien entendu, ses conditions de location qui peuvent être différentes pour chacun des appareils, différentes d'un locataire à l'autre. Parmi les conditions de location, il peut avoir, par exemple, seulement si vous venez le prendre sur mon terrain ou bien seulement si mon travail vient avec. Donc, il y a toujours moyen d'agencer, hein, vraiment en fonction de n'importe quoi que les personnes décident. En fait, vraiment, c'est la liberté absolue. Et pour répondre à ta question spécifiquement, Christian, effectivement, il y a une section réputationnelle qui est basée sur la plateforme. Donc, il y a des commentaires et des évaluations qui peuvent être placées. Et lorsqu'il y a des mauvaises expériences, c'est que une personne vraiment n'a pas aimé là, comment ça s'est passé, elle peut inscrire un commentaire là, sur la plateforme par rapport à l'autre personne. Évidemment, il y a une forme de curation là, de la plateforme qui s'arrange là, que seules des bonnes offres restent sur la plateforme. C'est-à-dire une bonne offre implique des utilisateurs qui ne sont pas problématiques déjà, que des offres soient des appareils de qualité. Hein. Les normes de qualité sont élevées parce que en tant que plateforme, on n'a pas le contrôle direct là, sur la qualité de l'appareil, mais il y a un encadrement qui est effectué là, par les différentes règles qui apparaissent d'ailleurs maintenant si vous regardez ça sur la plateforme. Et un locataire n'est pas tenu là, de faire affaire avec quelqu'un qui réserve. Il peut tout simplement refuser la réservation pour quelque raison que ce soit. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Hein. Ça lui appartient. Donc, voilà. Et en fait, juste pour dire, il peut même retirer un appareil qui est placé en location par un simple clic et le retirer pendant quelques jours. Lorsque lui-même en a besoin, il le replace. Tout ça se passe vraiment selon le concept de l'absolue liberté. Le modèle d'affaires d'Exagrange, c'est fondement. Ah, ben justement, je m'en allais parler de ça. Écoute, le modèle d'affaires, il repose sur quelque chose que je ne crois pas que quelqu'un d'autre a répondu en cette période, d'accord? Comme je te dis, plus tôt, j'ai créé ce concept sur la base de paradigmes que j'ai appris, que je ne savais même pas qu'ils existaient à partir de ma thèse de doctorat. Et ça m'a amené des concepts qui sont nouveaux. Donc, je peux avec assurance dire qu'Exagrange est unique. Il est unique parce qu'il tient compte de changements paradigmatiques théoriques qui sont constatés dans la littérature du marketing et du management, qui ont été transposés sur le terrain agricole. Et les changements paradigmatiques auxquels je fais référence sont notamment des grands mots. Mais bon, écoute-les, c'est la socialisation transactionnelle communautaire interactive par la plateforme. Ensuite, il y a le co-développement de services par les prosommateurs, donc des producteurs-consommateurs qui prennent un rôle conjoint. Donc, ils participent à créer l'offre, mais aussi à consommer l'offre de la plateforme. Par le marketing participatif, c'est-à-dire
vraiment, carrément, chacun des utilisateurs est invité à partager sa présence sur ses propres réseaux pour stimuler l'adhésion à la plateforme, pour créer une forme d'effet boule de neige, si possible. Donc, c'est vraiment ça qui est l'objectif. C'est aussi basé sur l'économie du sur-demande, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de quelque chose pour un besoin ponctuel, au lieu d'aller acheter quelque chose, on trouve une alternative et on procède par l'utilisation d'Hexagrange pour ce besoin spécifique-là à ce moment donné-là, donc le sur-demande. C'est basé sur l'économie du partage, donc je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus, mais aussi sur l'économie circulaire, car il y a vraiment une mise à contribution des ressources actuelles. Donc, ça permet vraiment de valoriser ce qui existe déjà au lieu de créer une surconsommation. Et donc, évidemment, ça enlève des déchets en circulation dans la nature. Donc voilà, vraiment, c'est basé sur des idées complexes qui ont été, je peux dire, mixées là, dans cette sauce et qui ont fini par sortir sous la forme d'Hexagrange. Good. Puis la formule proposée. Oui, la formule, pour moi, elle est simple, mais elle est en même temps complexe à élaborer. Mais alors, je vais te l'énoncer à quelques points simples. Donc, la formule d'Hexagrange est basée sur un accès gratuit à la place de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas de frais d'installation, il n'y a pas de frais d'activation. Il n'y a pas de limite d'actifs pouvant être annoncés par un annonceur. Et il y a aussi des possibilités de partager là, chacune des annonces individuellement par notamment Facebook ou LinkedIn. Cependant, la plateforme requiert absolument une inscription, donc pour l'utiliser, vraiment pour l'utiliser, et un profil d'utilisateur. Donc, évidemment, quelqu'un qui s'inscrit, qui ne place pas de profil d'utilisateur, il va pouvoir voir les offres. Par contre, pour revenir à ce que tu me mentionnais tout à l'heure, si l'individu veut réserver quelque chose auprès d'un locataire, il a avantage à avoir déjà un profil d'utilisateur complet, n'est-ce pas, pour que ceci puisse être beaucoup plus facile à prendre une décision pour le locataire. Ensuite, tout se passe par messagerie interne et la réservation en ligne. Messagerie interne, ça veut dire que lorsqu'il y a une demande d'information concernant un équipement, parce que bien entendu, tous les gens peuvent communiquer un avec l'autre avant. Il n'y a aucune intervention d'Hexagrange, mis à part la mise à disposition de ce système-là à ces gens. L'intervention concrète d'Hexagrange apparaît lorsqu'il y a une réservation qui se passe. Lorsqu'il y a une communication, bien entendu, c'est notifié à même la plateforme et aussi dans le courriel de l'individu, des deux individus. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer de messages. Et les transactions se passent par PayPal, OK. Ce qui requiert, bien entendu, d'avoir un compte d'utilisateur régulier pour un locataire et un compte de ce qu'on appelle le business PayPal pour le locataire. La seule différence entre les deux, c'est essentiellement 2 ou 3 minutes à passer en train de s'inscrire parce qu'en fait, le compte Business PayPal, c'est pour accepter des paiements. Il pose 4-5 questions de plus, notamment de mettre le nom de ton entreprise et quand est-ce qu'elle a été formée. Donc, c'est vraiment simple. Et Hexagrange, de la manière que génère son revenu, parce que là, je suis en train de dire que pratiquement tout est gratuit, n'est-ce pas? Pratiquement tout. En fait, Hexagrange génère son revenu par un pourcentage minimal qui est prélevé sur les transactions complétées entre les utilisateurs sur la place de marché. Ce qui est normal donc, aussi. Là. Pardon, j'ai pas compris. C'est normal là, que tu te prennes une petite cote là-dessus. Là. Avec toute la plateforme, l'énergie que tu as mis là-dedans. Là. Merci de le mentionner. Effectivement, et je supporte bien entendu cette plateforme par mes propres moyens. Donc, j'ai vraiment créé ça à partir de moi-même. C'est Marek Spacek, entrepreneur social, qui a créé Hexagrange. Là. Il n'y a pas d'investisseurs cachés pour l'instant. Donc, vraiment, je demande la participation des gens. S'ils trouvent que le concept fait du sens, et qu'ils apprécient là, l'effort placé vraiment pour stimuler ce marché-là. Prenez le temps de vous inscrire. Déjà, c'est encourageant pour le concept. Et bien sûr, les transactions, ça dépend bien sûr des offres qui vont être placées dessus. Hexagrange, la cote qui se garde, c'est vraiment minimal. Là, c'est 12% pour Hexagrange actuellement. Et PayPal se conserve une petite cote sur la transaction là, qui va directement à eux.
c'est 2,9 %. Donc, en fait, sur 100 de location, le locateur va recevoir 85 dans son compte directement à même la réservation. Et le reste est réparti entre Exagrange et PayPal. Et Exagrange, bien sûr, doit nécessairement subvenir à la promotion pour rentabiliser. Je suis loin de le rentabiliser, mais déjà être en mesure de survivre durant la période que j'essaye de le lancer. Et il y a beaucoup d'étapes de développement qui s'en viennent. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà travaillé sur Exagrange 2, c'est-à-dire la prochaine version là, qui est encore plus ergonomique, visuellement nettement plus améliorée, avec d'autres fonctionnalités, mais il serait tout simplement impossible de l'envisager avant d'avoir une substantielle adhésion là, cette saison, au moins d'ici la saison prochaine. Donc, voilà. Donc, c'est simple, c'est utile, c'est juste. C'est comme ça que je le vois. Simple, utile et juste. Est-ce qu'il peut y avoir un match entre Exagrange et l'application Carnot? Je ne sais pas si tu connais ça, Carnot. Écoute, je la connais de nom. J'ai lu récemment sur le concept. Je n'ai pas focalisé mes efforts à agencer. Donc, je ne pourrais pas te répondre d'une manière extrêmement juste. Cependant, merci de me le remettre à l'esprit et je vais regarder ça. Mais pour l'instant, je dois absolument focaliser là, sur le concept, vraiment pour que ce que j'ai préparé d'Exagrange, que ce soit compris par le marché, oui. Avant d'ajouter des partenaires de ce type. Mais merci, on pourra s'en reparler dans un prochain podcast. Parce que, rien pour te résumer vite, Carnot, dans le fond, c'est comme une petite boîte que tu vas mettre sur la machine. Oui. Elle est connectée via satellite, puis quand tu arrives au garage, par exemple, si tu as du Wi-Fi, il va se connecter sur le Wi-Fi, puis il va transmettre les données. Parce que, mettons, tu mets un vibro, par exemple, sur Exagrange. Il y a quelqu'un qui dit, bon, mais je vais aller le louer. J'ai 25 acres à faire. Bon, OK, c'est correct. Mais le gars, lui, il décide qu'il refait un autre tour pour tout refaire le bord du champ. Et dans le fond, il a peut-être RC 30 acres au lieu de 25. Fait que Carnot, lui, il va noter 30 acres. Fait que là, lui, le gars va payer 30 acres et non 25. Tu comprends? Oui. Fait que c'est rien qu'un petit truc de même, là, mais pour ça que je te posais la question comme ça, s'il y avait un match entre les deux pour avoir de la facturation un peu plus honnête d'une certaine façon, là. Parce qu'il y en a tout le temps qui vont tirer à couverte sur le bord en rapetissant. Les champs sont tout le temps plus petits qu'en réalité, là, quand c'est le temps de louer quelque chose. Je t'entends bien, Christian. Mais regarde, pour l'instant, de la façon que Exagrange est configuré, il s'agit d'une location que le locateur peut placer soit un taux horaire, un taux à la journée, un taux à la semaine ou un taux au mois. Donc, ce n'est pas vraiment en fonction de kilomètres carrés ou de parcelles de terrain. C'est plutôt en termes de temps. Donc, il le loue pendant la journée. Donc, que l'individu fasse... j'ai de la misère avec ça. Tu sais, le gars, il va la louer pour une journée. S'il fait 10 acres, c'est une chose. S'il en fait 200, ça n'est un autre. Là. Fait que c'est pour ça, des fois, pour des machines narratoires, ça dépend à quoi, mais surtout les machines narratoires, on va surtout, comme moi, quand j'en loue, on marchait souvent à l'acre. Oui. Mais tu sais, tu vois, ça fait partie des considérations qui peuvent être placées dans les conditions du locateur. Donc, que le locateur inscrive qu'est-ce qui est toléré comme utilisation. Tu vois? Et bien entendu, la dimension d'utilisation normale est absolument importante. Et d'ailleurs, les règlements de la plateforme prévoient les différents paramètres là, qui sont associés à une utilisation normale versus une utilisation, je peux dire, excédentaire ou extraordinaire. Mais tout ça, ça peut être... en fait, la beauté d'Exagrange, c'est que ça permet aux individus de s'entendre. Et lorsqu'ils s'entendent, oui, ils procèdent à la réservation des transactions sur Exagrange, mais concrètement, l'entente, elle est ajustée en fonction d'un contrat qui s'appelle l'entente entre les utilisateurs, qui est d'ailleurs disponible sur le site, si vous allez voir, et qui prévoit toutes les modalités que les individus s'entendent au préalable. Et si, par exemple, toi, tu vraiment t'insistes là, à ce que l'individu ne fasse pas plus que tant de travail dans la période de location, ça va être inscrit. Et déjà, ça fait partie du contrat et les individus savent à quoi s'en tenir. Là, évidemment, si Exagrange n'est pas une police de l'agriculture, loin de là, on n'est pas en train de surveiller ce qui se passe et j'imagine qu'il faut quand même se fier à la bonne foi de nos utilisateurs. Et vraiment, si vos auditeurs arrivent à capter mon message,
Exagrange est créé vraiment sur la bonne foi de A à Z, la bonne foi dans l'idéation, la bonne foi dans la programmation, dans le concept. On s'attend à ce qu'il y ait une utilisation juste, équitable, qui soit faite là, et qu'on fasse en sorte qu'il n'y a pas des mauvaises expériences qui apparaissent dans le journal, mais plutôt que graduellement, la plupart des articles reviennent avec on a utilisé Exagrange pour telle bonne chose, on est tous contents. Vraiment, c'est ça l'objectif. Et ça peut être naïf, mais en même temps, pas vraiment lorsque encore une fois, je reviens un petit peu à ma thèse doctorale qui était basée sur l'architecture de participation des plateformes Internet multifaces. Et une architecture de participation comprend deux grandes catégories qui sont les fonctionnalités techniques. Donc, qu'est-ce qui est permis de faire sur la plateforme et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça va avoir un impact sur tout le reste de la relation. Et l'autre grande dimension est la gouvernance de plateforme. Et ça, c'est notamment les différentes règles qui sont proposées et qui sont entérinées là, une fois que les personnes qui signent le contrat là, entre les deux. Et l'agencement de ces règles, parce que, bon, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder l'accord qui est disponible carrément sur la plateforme. Il y a plusieurs contrats, c'est-à-dire les contrats. On parle de plusieurs sections de contrats qui forment l'accord et ça régit la relation de confiance d'une manière quand même assez claire. Donc, une fois que les personnes comprennent ça, je crois que ça va être beaucoup plus facile à tout le monde de l'utiliser. Donc, voilà. Comment tu pourrais comparer Exagrange avec une CUMA? Excellente question. Merci. Écoute, Christian, Exagrange offre une alternative aux complications des coopératives d'utilisation de matériel agricole. En fait, lorsque j'ai pensé au concept d'Exagrange, j'avais le concept de CUMA en tête parce que, encore une fois, ça faisait partie des discussions que j'avais avec les agroproducteurs qui me faisaient mention de ça. Et moi, ce que je tentais de voir, c'est où est-ce que ça accroche? C'est-à-dire, quel problème règle la CUMA et quel problème cause la CUMA? Et je m'explique. Exagrange, ça permet de servir les agroproducteurs là, qui n'adhèrent pas nécessairement au modèle de CUMA, qui n'est pas nécessairement une formule qui fonctionne pour tout le monde, et vous allez comprendre dans quelques secondes, tout en reconnaissant exactement les mêmes besoins à la base. Donc, Exagrange et CUMA, ça relève d'un esprit similaire, donc un esprit de solidarité sectorielle, de partage et de mutualisation des ressources, mais c'est mis en œuvre par un outil et des mécanismes qui sont très différents. Selon moi, ils sont carrément opposés car j'ai fait exprès pour le concrétiser, donc le même esprit par des mécanismes différents. Donc, si tu me permets, je vais faire quelques mots sur la CUMA et ensuite, je vais te dévoiler comment Exagrange s'insère là-dedans. Donc, les CUMA ont un cadre juridique et une existence légale, nous le savons. Ça requiert une organisation et des procédures relativement contraignantes et de substantielles obligations collectives. Donc, on parle d'un accord de multiples intervenants, une structure de gestion du temps, de gestion du travail, de gestion du matériel, une gestion du territoire, mais aussi une gestion de l'administration en soi de la CUMA. Bref, ça implique une substantielle planification et des investissements en temps et en argent dans l'entité même de la CUMA, plus une attention perpétuelle à la juste répartition du matériel entre les membres. Donc, ça peut ne pas être problématique lorsque vous êtes 4 ou 5 dans une CUMA, mais bon, lorsqu'une CUMA commence à avoir 50, 60, 100 membres, bon, la juste répartition du matériel, ça devient toute une gestion en soi. Bref, la façon dont j'ai vu la CUMA, c'est une structure que je peux dire fermée. Je la voyais rigide, contraignante, bien sûr, la notion de rentabilisation, donc vraiment de profit du matériel, elle est délibérément exclue du raisonnement de par la formule coopérative. Encore une fois, il fallait que je me positionne avec un certain œil, n'est-ce pas, vis-à-vis de la CUMA. Et la proposition d'Exagrange, c'est d'avoir un service sous forme de plateforme d'une structure parfaitement ouverte. Donc, déjà, ça fait opposition à la rigidité de la CUMA. Donc, ouverte, libre et non contraignante. Exagrange, encore une fois, offre une absolue liberté interactionnelle. Donc, on a le choix d'interagir ensemble ou pas. Transactionnelle, on a le choix de transiger ou pas. En gardant l'esprit de solidarité, de partage des ressources et de mutualisation des ressources qui, justement, font l'attrait des CUMA. Donc, bref, Exagrange, là, ça apporte des dimensions de revenus supplémentaires et de rentabilisation qui étaient carrément exclues du côté de la CUMA.
Et ces deux notions ne sont pas nécessairement exclusives. Donc, un individu qui fait partie de l'ACUMA peut aussi faire partie d'Hexagrange, parce que Hexagrange est une communauté, et encore une fois, c'est libre. Hein. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que Hexagrange et l'ECUMA, ils ne sont que vraiment très peu en rivalité, sinon très indirectement, car elles peuvent constituer en fait des alternatives définitives pour certaines personnes spécifiques. Cependant, pour la plupart des exploitants, les solutions demeurent compatibles et utilisables en parallèle, vraiment pour, je crois, la majorité des exploitants agricoles. D'ailleurs, ce ne sont pas tous les actifs des exploitants qui font partie du patrimoine d'ECUMA. Bien des actifs font aussi partie du patrimoine de l'exploitant, donc de la ferme elle-même, donc qui ne sont pas inclus dans cette entité CUMA et qui peuvent être répertoriés sur Hexagrange. Bien entendu, une CUMA peut aussi, si les règlements internes le permettent, placer ses propres appareils qui sont sous-utilisés sur Hexagrange. Donc, tout ça peut fonctionner ensemble. Ah, OK. Non, parce que nous autres, on a parti une CUMA, nous autres, l'hiver passé, parce que dans le coin, il n'y en avait pas. Puis, tu sais, on avait des besoins spécifiques entre plusieurs producteurs. Fait que c'est pour ça. Tu sais, dans le fond, la CUMA, quand il y a 3-4 producteurs qui ont un besoin similaire, ben, ils achètent une machinerie ensemble. Fait que c'est sûr que la machine en tant que telle est à ces 3-4 producteurs-là de cette branche-là. Exact. Tandis que moi, mettons, si j'aurais besoin de cette machine-là, mettons une semeuse à foin, on s'entend, je fais pas de foin. Mais on avait déjà pensé à semer un bord de bois, par exemple, en foin, parce que le blé d'Inde n'est jamais beau. Peut-être que si, mettons, ils mettaient le machine sur Hexagrange, je pourrais la louer de la CUMA en passant par Hexagrange. Exactement, c'est possible. Mais tu sais, bon, nous savons tous les deux là, que c'est possible de faire des arrangements entre personnes qui se connaissent bien, hein, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous n'êtes pas nécessairement. Tu vois, Hexagrange, elle propose une solution pour des personnes qui cherchent à collaborer, mais qui ne se connaissent pas nécessairement. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un de mes enjeux, si tu veux, on va en parler tantôt. Justement, garantir que la plupart des transactions se passent sur la plateforme et non hors plateforme. Donc, il n'y a pas de police Hexagrange là, qui est par rapport à ça. Mais il y a plusieurs configurations possibles. Hexagrange, vraiment, elle offre une solution à quelque chose, une proposition. Donc, maintenant, il faut vraiment que les gens songent est-ce que ça cadre avec leurs besoins. Tu vois, je ne suis pas ici pour révolutionner complètement le marché agricole, là, mais je suis ici quand même pour me positionner d'une manière déjà, encore une fois, il faut que ce soit facile, juste et utile. C'est ça mes prémices à la base. Et on va voir vraiment comment les gens vont utiliser ça dans la prochaine année et ça va donner le ton sur le reste. Oui, mais il y a des machines que, mettons, moi, je voudrais louer une machine, je regarde sur la plateforme. Ah ben, tabarouette, tel gars, je le connais, il loue telle machine. Tu sais, ça peut mettre en contact du monde, tu sais, que je savais pas que lui, il pouvait louer sa machine parce que je n'y avais jamais demandé, puis parce que je lui parle à peu près jamais. Tu sais. Exact. Et tu sais, Christian, je vais te partager une anecdote. Là. Si mon voisin m'écoute, il va peut-être comprendre. Tu sais, moi, parmi les questionnements en fait, que je tentais à répondre, là, je me souviens de mon voisin qui m'a mentionné qu'il avait prêté sa machine à son beau-frère et c'est revenu pas au bon moment, etc. Bref, il y a eu des petits accros. Et tu vois, dans ce genre de contexte-là, Hexagrange peut quand même être mis être mis à profit. Même lorsque les personnes se connaissent, et même carrément même la famille, parce qu'au moins, ce que ça permet, c'est d'encadrer l'interaction de location. Donc, vraiment, en fait, on peut carrément même utiliser Hexagrange comme prétexte, hein, c'est-à-dire, passe à travers Hexagrange parce que je suis inscrit dessus, et donc, premièrement, ça permet d'avoir une rentabilisation, donc ça ne se passe pas nécessairement gratuitement, mais vraiment, la clé, c'est l'encadrement de ce partage-là qui permet vraiment de sécuriser les appareils. Donc, encore une fois, je vous invite à lire les règlements. Vous allez comprendre quand je parle de minimisation des risques. Il y a un effort qui est placé dans ce contexte-là. Et ça encadre une relation où on sait très bien, là, donc, à tel moment, l'appareil s'en va vers telle personne, il est utilisé pour tel besoin, il doit me revenir dans telle condition. Les règlements, le contrat prévoit d'ailleurs une prise de photo, là, bien entendu, lorsqu'il y a remise de l'appareil d'un individu à l'autre, et bien entendu, lorsque ça revient.
Donc, vraiment, cet encadrement-là, c'est extrêmement précieux. Et déjà, juste en soi, ça justifie cette petite, je peux dire, le taux qui est gardé par Exagrange parce que ça permet de sécuriser quelque chose qui aurait pu mal tourner, hein, juste à prêter quelque chose à son voisin d'une manière banale ou même à la famille. Donc, déjà. Puis t'as pas peur justement que des producteurs, mettons, ah, ben lui, il a telle machine à louer, on va l'appeler direct au lieu de passer par le service transactionnel. Parce qu'il Écoute, il va bien avoir des c'est une affaires de bonne même. question. Là. Tu vas mettre beaucoup d'efforts là-dedans, puis les gars vont se faire business ensemble, sans passer par la plateforme nécessairement. La plateforme va rien que les avoir mis en contact. That's it. Ben, c'est une très bonne considération, mais encore une fois, j'ai bâti ceci sur la bonne foi et en espérant le meilleur, sans être complètement naïf. De la manière que la plateforme fonctionne, c'est que l'individu n'est pas géolocalisé précisément à l'utilisateur. C'est-à-dire que la plateforme indique que tel appareil est disponible dans telle région, dans tel rayon, je peux dire. Donc, et ce rayon-là apparaît carrément sur la map Exagrange, car je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder dessus, mais la map Exagrange prévoit où sont situés chacun des offres. Et donc, ça ne dit pas qui exactement. Donc, la prise de contact, elle devient vraiment concrète. C'est-à-dire, l'individu sait à qui il a affaire lorsqu'il y a réservation. Donc, les commentaires, les discussions avant, tout ça, bon, évidemment, si l'individu dévoile qui il est, etc., et qu'ils veulent vraiment manigancer ensemble pour passer hors de la plateforme, ça, écoute, il n'y a pas... T'es un petit malin! T'es un petit malin! Non, mais je pense qu'on comprend que si vous faites ça, la plateforme ne sera pas là l'année prochaine ou l'année d'après. Non. Il faut comprendre que moi, je vous dis, j'ai un background d'affaires. J'aurais pu prendre d'autres formules qui sont beaucoup plus rapaces et j'ai vraiment délibérément choisi ça car j'ai foi en vous. J'ai foi en mon produit. Je crois vraiment que mon produit amène une valeur qui, en passant outre la plateforme, met à risque les individus carrément. Donc, en fait, tu vois, puisque je ne vous souhaite pas de vous mettre à risque en prêtant quelque chose ou en louant quelque chose. Or, sachez que s'il y a complication, Exagrange va complètement se détacher de ça lorsque ça ne se passe pas à travers la plateforme. Et encore une fois, l'encadrement justifie déjà la commission qui est gardée par Exagrange. Et je suis pas mal confiant lorsque je mentionne ça. Ça vaut vraiment la peine de passer à travers. Et j'invite à comprendre le concept, surtout si on veut garder une telle plateforme et en faire une fierté québécoise, que je crois que c'est possible. En fait, j'ai le droit d'avoir moi-même mon côté un petit peu naïf, je peux dire, mais en même temps, en tant qu'homme d'affaires, je vois Exagrange comme une entreprise qui peut vraiment devenir un symbole de l'agriculture. C'est-à-dire qu'elle s'insère dans l'écosystème de l'agriculture à long terme, un petit peu comme dans la culture, tu vois. Donc, ça fasse partie des habitudes. Ceci va prendre quelques temps, mais pour qu'on parvienne à cet objectif, donc ça implique une bonne foi de tout le monde et qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, à même l'essai sur ma plateforme. Et ça me permettra justement, lorsque je prévois la deuxième phase, comme je t'ai mentionné tout à l'heure, elle dépend vraiment du fait si les gens adhèrent et que la transaction se passe sur plateforme. Si vous faites ça hors plateforme, alors c'est comme si vous tirez la plug vous-même sur votre outil, ce qui est extrêmement désolant pour tous. OK. Les points saillants de l'offre. C'est quoi, mettons, les points saillants là, de Exagrange? Merci de poser la question encore une fois. En fait, les paramètres d'adhésion sont définis pour tous les utilisateurs, donc d'un côté de la plateforme et de l'autre. La place de marché, elle est sécuritaire pour tous. Les locations sur Exagrange coûtent une fraction du prix courant, donc en plus, lorsqu'on tient compte là, des taxes sur les locations régulières. Donc vraiment, ça vaut la peine de transiger sur Exagrange. La place de marché, elle a pour vocation d'être dynamique, sûre et interactive. Le babillard d'emploi que je vous ai parlé plus tôt, il est similaire aux annonces de matériel. Par contre, lui, il est tout simplement sans frais de transaction. Il est carrément gratuit. Ensuite, la recherche de matériel, elle se fait par différents filtres à même la plateforme, ce que j'appelle des filtres avancés.
Et l'architecture de participation, dont je faisais aussi encore une fois référence plus tôt, implique des fonctionnalités et des modes de gouvernance qui sont carrément de haut calibre. Donc, ils ont été calqués sur certaines plateformes internationales vraiment performantes qui ont été adaptées pour ce marché-là. Donc, je suis particulièrement fier de ces dimensions-là. Et la conformité d'Hexagrange avec les couvertures d'assurance régulières semble être présente. Et bref, Hexagrange actuellement a déjà une formule clé en main qui ne va qu'être améliorée au fur et à mesure. Au niveau des conditions d'adhésion, Christian, les utilisateurs d'Hexagrange sont entendus d'avoir plus de 18 ans. On s'attend à ce qu'ils soient des exploitants agricoles ou forestiers, mais aussi membres du personnel d'une entreprise sectorielle. On s'attend à ce que chaque individu soit clairement enregistré en bonne et due forme là, sur la plateforme et on s'attend à ce qu'ils ont un compte PayPal, comme j'ai mentionné tantôt. Maintenant, les interactions, les réservations et les paiements, encore une fois, sont sécuritaires. C'est-à-dire, ce que je voulais mentionner tout à l'heure, c'était un item qui est répertorié. Il est visible du public, mais la géolocalisation du locataire, elle est approximative avant la réservation. Elle devient détaillée une fois la réservation acceptée. Donc, ce qui est aussi intéressant pour maintenir la sécurité là, de la transaction, c'est que les utilisateurs sont identifiés par le profil d'utilisateur d'une part, mais aussi le paiement de la location, il est garanti. Donc, c'est pas comme si on se demande si il va y avoir un paiement de la part du locataire. Il est fait à partir même du début, donc lors de la réservation. Les utilisateurs, au-delà du profil personnel que chacun peut consulter et la capacité de paiement là, qui est certifiée, il faut comprendre que les modalités de paiement permettent aussi d'identifier une seconde fois l'utilisateur pour garantir, encore une fois, la sécurité du matériel. Donc, il y a une double identification de l'individu, donc une fois par son profil et une deuxième fois par la modalité de paiement et à la limite, une troisième fois lorsque l'individu se rencontre, le locataire avec le locataire. Les transactions, comme j'ai mentionné, ne peuvent pas être plus sécuritaires que ça dans l'environnement de PayPal. Vous savez que c'est une des plateformes les plus utilisées au monde. Et grâce à la gestion des réputations et des commentaires, ça permet d'avoir une expérience qui est fluide, c'est-à-dire on ne va pas faire affaire avec quelqu'un qu'on voit bien qu'il y a des commentaires qui sont négatifs, alors que on va plutôt chercher à faire affaire avec quelqu'un qui a des commentaires positifs. Donc, en fait, ça permet au locataire, à quelque part, de développer sa propre boutique. Hein, c'est une boutique de location sur Internet. Et lorsqu'il offre un bon service avec ses équipements, donc ça va permettre de gérer ses différents utilisateurs. Un peu comme Amazon. Amazon, on regarde tout le temps les cotes, voir si le produit est bon. Exact. Ouais. Moi aussi, je pensais exactement de la même façon. Probablement tous vos auditeurs aussi. En principe, là, chaque abus là, serait reflété là, dans les évaluations, alors que les expériences positives là, vont juste permettre de solidifier justement la transaction ponctuelle, mais aussi solidifier l'environnement de la plateforme graduellement. Donc, vraiment, je m'attends à ce qu'au fur et à mesure, Hexagrange ne fasse que toujours être de mieux en mieux dans la qualité des offres, dans la qualité des utilisateurs, dans la qualité des interactions et bien entendu, carrément dans la qualité de l'interface qui s'en vient avec les prochaines fonctionnalités. Je pourrais dire, si Dieu le veut ou si vous le voulez, en transigeant dessus. Maintenant, les locations via Hexagrange, ils sont anticipés d'être entre 35 et 50 du prix ordinaire de location. Donc, évidemment, on parle de location ordinaire dans un magasin de location. Donc, plus qu'un locateur n'a pas besoin de subvenir à son magasin général, à tous les frais administratifs qui sont associés à ça. Il n'y a pas de taxes sur les appareils, etc. Vraiment, ça permet aux locataires de bénéficier là, de cette réduction-là et ça permet aux locataires, encore une fois, de rentabiliser ces équipements relativement facilement dans ce contexte-là. Et les entreprises sectorielles
peuvent placer les offres d'emploi d'une manière qui leur appartient. Donc, certaines peuvent placer des descriptions précises, des qualificatifs recherchés, suggérer des tarifs horaires, inscrire toutes les modalités prévues par rapport à la section d'emploi. Et comme je mentionné tout à l'heure, aucun frais de service n'est prélevé sur le contrat journalier, car il s'agit en principe d'un contrat de gré à gré qui se passe carrément entre les individus. Donc voilà, je pense que ça permet de contribuer à la solution globale. Donc, lorsque on se trouve à louer un certain appareil, on peut aussi placer une offre d'emploi et trouver quelqu'un qui puisse nous aider en même temps sur le travail qu'on a à faire. Ah, des ramasseurs de roches, par exemple. Exactement. Exactement. Et Christian, la recherche par filtre avancé dont je faisais mention tout à l'heure, elle permet d'y aller par une recherche des équipements par secteur géographique, ce qui me semble le plus pertinent, ainsi que par les mots-clés, qui sont vraiment les deux éléments les plus pertinents. Mais les individus peuvent aussi choisir de faire une recherche par les dates de disponibilité. Ils peuvent aussi parcourir tout simplement intuitivement ou aléatoirement les images qu'ils voient, lire les descriptions et s'inspirer de ça pour même anticiper des travaux qui peut-être qu'ils n'auraient jamais fait s'ils n'avaient pas vu tel ou tel type d'appareil en location. Et là, tout d'un coup, ils voient qu'il y a une offre et donc ils peuvent choisir de faire quelque chose de nouveau. Ensuite, comme je mentionnais tout à l'heure, la gouvernance de plateforme, c'est mon dada. C'est vraiment là-dessus que j'ai mis l'accent. Les modalités et les termes de service sont énoncés sur la plateforme et ils comprennent 6 grandes sections. Et je vais vous les mentionner, qui sont les termes de service, la politique de confidentialité, la politique de protection des droits propriétaires, la politique de non-responsabilité et de limitation des responsabilités. Ensuite, la politique de location et l'entente de location entre utilisateurs. Donc, ça semble compliqué, mais c'est extrêmement simple parce qu'en fait, ça fait partie d'un même contrat qui s'appelle l'accord. Et lorsque les individus adhèrent à l'utilisation de la plateforme et ils finissent par transiger ensemble, donc ça permet d'encadrer cette relation d'une manière, je peux dire, non seulement absolue, mais la plus transparente concevable. Donc, j'ai préféré en mettre beaucoup plus pour encadrer cette relation-là, et d'être transparent avant même toute éventuelle transaction. Comme ça, chacun sait à quoi s'en tenir et ça favorise la qualité non seulement des offres et ça favorise la qualité des interactions. Aussi, Christian, pour chaque individu qui vous écoute, vous pouvez aller voir la question, en fait, la section des foires aux questions, la FAQ qu'on appelle, sur le site et toutes les modalités du service, tous les détails y apparaissent, ainsi que le document d'accord auquel je fais référence depuis tantôt. Maintenant, ce qui me paraissait intéressant, c'est peut-être, est-ce qu'il y a une assurance Exagrange? Il n'y a pas actuellement une assurance spécifique Exagrange. En fait, selon les recherches que j'ai effectuées pour créer ce projet, la plupart des couvertures d'assurance des entreprises agricoles, elles octroient une protection du matériel pour les locations occasionnelles. Donc, c'est pas une profession pour l'individu de louer sa machinerie, mais lorsqu'il y a un partage entre voisins ou entre justement quelqu'un de notre entourage d'une manière ponctuelle, donc le matériel il est couvert par la protection d'assurance ordinaire. Et lorsque le locataire utilise ça sur sa terre agricole à lui, l'assurance responsabilité qui est liée à son exploitation agricole, elle prend le relais. Donc autant le matériel que la responsabilité civile, en principe, sont couverts. Bien entendu, il faut que chacun regarde son propre contrat là, pour être sûr et certain, là, mais comme je l'ai mentionné, j'ai quand même fait l'effort pour bâtir ça sur la base de ce que je connaissais du marché. Et bien entendu, j'anticipe déjà de faire certaines approches avec des compagnies d'assurance pour créer une forme d'assurance temporaire supplémentaire qui serait facultative, c'est-à-dire un locataire peut tout simplement cliquer sur l'assurance temporaire et celle-ci va se greffer à son offre. Bien entendu, ça va affecter quelque peu les modalités du frais de service. Mais bon, encore une fois, il va y avoir une forme de liberté totale. Donc, est-ce que la personne choisit d'adhérer versus ne pas adhérer? Et encore une fois, je vous dis, cette partie-là est encore au niveau de l'idéation et je dois
concrétiser ceci, encore une fois, si on se rend bien à la saison prochaine, en bonne et due forme. Dans le fond, c'est un peu comme les compagnies de location. Souvent, quand tu regardes la facture, comment elle est détaillée, on paye tout le temps une petite portion d'assurance. Exactement. Et c'est ce qui fait que justement les compagnies de location doivent nécessairement charger un petit peu plus là, parce que effectivement, là, il y a un risque qui est associé à ça lorsque tu es une entreprise, là, vraiment qui spécialise à ça. Mais là, on parle vraiment d'un contrat qui inclut quand même, on peut dire, une forme de bon voisinage en même temps. Donc oui, il y a un transfert de ressources, mutualisation, mais il y a aussi une dimension de bon voisinage qui enlève cette dimension-là de business. Donc, ce n'est pas le même risque qui est couvert. Bref, l'entente de location entre les utilisateurs, là, c'est un contrat qui régit spécifiquement toutes les conditions de location. Ça prévoit les principales modalités, ça couvre les principaux risques. Bref, ça protège les utilisateurs. Et de mon côté, j'ai vraiment tenté, du fond de mon cœur, comme on dit, de prévoir tout pour que l'expérience soit plaisante et productive. Ah, c'est bien. Puis, je crois qu'il est attendu de la communauté via la plateforme. Bien, ce qui est attendu pour tous les gens qui vous écoutent, Christian, c'est de participer activement à la communauté Exagrange. Je vous invite à vous inscrire. Déjà, ça vous ouvre la voie de choisir d'agir soit comme locataire ou les deux. Ou du moins, ça va vous mettre dans la sauce d'Exagrange et vous allez voir ce que vous allez faire avec ça plus tard. Ensuite, j'invite vos auditeurs à répertorier des items à la location, donc faire quelques essais, d'en mettre pas juste vraiment, créez-vous une boutique de location et on verra quelle sera la réponse du marché. Moi, je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. D'accord? Il y a relativement peu d'offres qui apparaissent actuellement sur la plateforme, ce qui est un petit peu désolant, mais je crois que ça va se fixer relativement assez rapidement, surtout en invitant ouvertement les utilisateurs à ouvrir une boutique de location sur la plateforme, de placer plusieurs items. Encore une fois, je vous dis, c'est totalement libre, donc vous pouvez l'enlever lorsque vous voulez. Donc voilà, ça inclut aussi, je vous mentionnais peut-être en début de cette présentation, les entrepôts, les bâtiments, les terrains inactifs, tout ça peut être placé sur la plateforme. Il y a toujours des sections respectives là, qui apparaissent. Il suffit tout simplement d'explorer un petit peu la plateforme. Aussi, j'invite les gens à répertorier les offres d'emploi parce que, bien entendu, lorsqu'il y a des offres, carrément, ça va inviter les autres personnes à adhérer à la plateforme pour aller consulter ces plateformes. Donc, il va y avoir une forme d'adhésion qui va stimuler pratiquement toutes les dimensions de la plateforme là, lorsqu'on participe activement. Donc, répertorier aussi les emplois, placer des annonces. Je suggère même de faire la promotion de la place de marché à votre propre réseau. Et j'invite carrément aux gens de partager le mot d'Exagrange, car, bien entendu, j'ai mentionné au début, Exagrange, c'est un projet personnel. Je le finance par mes propres moyens et je le fais délibérément parce que ça permet une meilleure flexibilité et une meilleure compréhension de mon marché, car en incluant des investisseurs à partir du début, il doit y avoir des pistes qui soient non seulement lancées, mais qui soient conservées dans le temps. Et moi, je ne voulais pas me créer cette pression ou cette rigidité-là, parce qu'encore une fois, je voulais qu'Exagrange participe à cet esprit de liberté aussi pour moi. Donc, je vais créer quelque chose toujours de mieux en mieux sur la base de l'utilisation que vous allez en faire. Et pour que l'utilisation prenne lieu, ce que je crois peut-être pertinent, c'est un petit peu théorique, Christian, mais je me permets quand même de le dire. Une plateforme, c'est quelque chose d'extrêmement complexe comme business. Ça n'a rien à voir avec le business traditionnel. C'est basé sur ce qu'on appelle des effets de réseau qui peuvent être directs ou indirects. Et les effets de réseau, c'est lorsqu'il y a une adhésion suffisante d'un côté de plateforme, donc des locataires qui incitent d'autres locataires par imitation à venir sur la plateforme. Et c'est le même raisonnement pour les locataires. Donc, plus qu'il y a de locataires sur la plateforme, plus par imitation, il va y avoir d'autres locataires. Et ce qui est particulier sur les plateformes, c'est qu'il y a des effets des réseaux indirects. Et ces effets de réseau indirects, c'est lorsqu'il y a une adhésion suffisante de locataires d'un côté de plateforme, ça va attirer énormément de locataires et vice-versa. Plus qu'il y a d'offres de matériel,
plus ça va attirer de locataires. Donc, vraiment, tout ça part d'une volonté de tous d'adhérer et on va voir ce que ça donne. Et aussi, déjà pour cet automne, je prévois une campagne de socio-financement, de crowdfunding sous forme de dons pour essayer de faire lever Exagrange et faire en sorte peut-être d'avoir une plateforme qui est nettement plus attrayante pour des investisseurs institutionnels et passer à la vitesse supérieure pour en faire une plateforme déjà provinciale, là, on s'entend, là, mais vraiment très connue parce que, bon, évidemment, pour des... Marek Spacek, en tant qu'entrepreneur social, a quand même des moyens limités de promotion. Est-ce que tu vises de faire de percer au Canada avec ton application? Merci de poser la question, Christian. La vision d'Exagrange, c'est de former un écosystème de plateformes pan-canadien. Donc, déjà, effectivement, dans toutes les provinces du Canada, mais pas cette saison. Cette saison, évidemment, je teste le marché, n'est-ce pas, au Québec. Oui. Bien entendu, la saison prochaine, je m'attends à ce que Exagrange vraiment a capté l'attention et qu'il y a déjà une substantielle offre et une demande sur la plateforme pour avoir des transactions. Et l'idée, c'est d'avoir un écosystème qui est vraiment un ensemble là, de collaborateurs d'un côté de plateforme et de l'autre à la grandeur du Canada, que ce soit équilibré et vibrant, donc vraiment que ça bouge là-dessus, là, que ce ne soit pas toujours les mêmes offres, que vraiment il y a des nouveaux utilisateurs, bref, que ce soit vibrant. Et je veux ancrer l'utilisation d'Exagrange dans les habitudes du marché et dans la culture du marché. Donc, c'est vraiment une vision à long terme. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais il y a certaines étapes à faire. J'ai commencé à faire certaines, je peux dire, des approches de recherche pour le marché ontarien et les maritimes. Je ne peux pas le faire pour cette saison, c'est-à-dire le concrétiser, mais graduellement, je vais y aller une province après l'autre. Et l'expansion de la formule, elle prévoit aussi des services périphériques qui vont, comme je mentionné tantôt, là, rajouter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles ergonomies de la plateforme. Bref, tout ça est dans une logique de faire en sorte qu'Exagrange se positionne sur le marché canadien comme la plateforme de location de pair à pair sur le marché agricole, dans une logique, j'espère, d'aller sur une expansion carrément internationale, donc le marché américain, européen, asiatique, etc. Donc, effectivement, en tant qu'homme d'affaires et entrepreneur, je ne peux faire autrement que de voir grand. Donc, le site va être au moins en 3 langues, français, anglais et slovaque. je pense que ça va être en espagnol avant slovaque. oui, c'est ça. Merci. Bon, ben, c'est bien parfait. C'est pas mal tout, je te dirais. Mais Christian, merci infiniment de m'avoir accordé ton temps. Donc, merci de ton attention. Merci déjà à tous vos auditeurs d'avoir prêté l'oreille au message d'Exagrange. Et je vous invite chaleureusement à visiter le site Internet qui est www.exagrange, donc exagrange.com. Et mon nom est Marek Spacek et je vous souhaite une excellente saison agricole. Ben, un gros merci, Marek. Ça m'a fait bien plaisir de te recevoir dans les podcasts puis d'avoir répondu positivement aussi à ma demande de participer, surtout. Puis pour tout le monde, ben, je vous souhaite je vous dis un gros merci pour avoir participé, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis pour tout de suite, je vous dirais pas d'aller sur ma page Facebook. Je me suis fait pirater mon Facebook. J'ai dû en repartir un nouveau. Donc là, je n'ai pas encore la page officielle pour les podcasts agricoles du Québec, mais ça va venir bientôt. Donc, d'ici là, ben, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux autant que vous pouvez pour les podcasts. Donc, merci beaucoup. Puis bye bye!